Le corps se trouve à l'intérieur. On y va. On s'attendait clairement pas à ça. Émilie, ma copine et moi-même avions décidé de partir vivre au Danemark. On a passé une année pourrie avec le Covid, bon, il était grand temps de changer d'air. Ça y est, c'est bon, c'est officiel, on a pris nos billets pour partir au Danemark. Allez, à toutes. On arrive, tout se passe bien, on trouve facilement un appartement. On prend nos marques. Bref, on kiffe notre nouvelle vie. Magnifique vélo. Tu peux me filmer en train de faire des tricks avec mon vélo, s'il te plaît? Tu peux me filmer avec mon vélo, s'il te plaît? 30 secondes. Voilà. Il faut savoir qu'on a aménagé à Aarhus, dans le Jutland central, sur la partie continentale du Danemark. Cet endroit, composé majoritairement de plaines agricoles, a été un lieu très fréquenté pendant l'âge du bronze, puis du fer. Aarhus donne aussi sur le détroit du Kattegat, qui peut être considéré comme l'un des berceaux culturels des Vikings. Bref, vous l'aurez compris, c'est une région riche en histoire, avec un grand H. Un soir, j'entends parler d'une sordide affaire. Le 26 mai 1952, un exploitant terrien nommé Tage Busk Sorensen aurait découvert un corps à 8 km au nord-est de Silkeborg. En creusant dans de la tourbe, ce qui est une sorte de matière organique qui peut servir de combustible, il tombe sur ce qu'il pense être une racine. Il force pour l'extraire et se rend compte qu'il s'agit de l'épaule d'un homme. Paniqué, il va immédiatement appeler un médecin, Ulrik Balsef, qui lui va directement prévenir Peter Wilhelm Glob, un archéologue danois rattaché au musée de Mosesgard d'Aarhus. Mais pourquoi appeler un putain d'archéologue? On est vraisemblablement en face d'une affaire de meurtre ou de disparition. Appelez les flics. Eh bien, la réponse est simple, le cadavre daterait de plusieurs siècles. Selon les récentes datations en carbone 14 dont les analyses ont été complétées par un spectromètre de masse, l'homme aurait été exécuté il y a environ 290 ans avant Jésus-Christ. La victime a été égorgée d'une oreille à l'autre, apparemment par un tueur expérimenté, le crâne et les tibias eux aussi ont été endommagés. Alors tout ça soulève plusieurs questions. Déjà, comment ce corps parfaitement conservé a-t-il pu arriver jusqu'à nous? Qui a tué ce qu'on appelle l'homme de Grobald? Mais surtout, on sait que plusieurs cadavres similaires ont été retrouvés dans des tourbières, et ce en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, bref, partout en Europe du Nord-Ouest. Émilie et moi sommes donc partis enquêter. Premièrement, notre victime. Comme expliqué, elle a été égorgée puis plongée dans une tourbière, une zone avec de la tourbe, une sorte de matière organique possédant une forte teneur en acide. Les études révèlent que notre sujet a les ongles soigneusement coupés, que sa chevelure est entretenue et qu'il n'est pas habitué aux travaux pénibles. On en déduit donc qu'il appartient à une classe de nobles ou de dirigeants. Mais le plus spectaculaire, c'est son état de conservation. On pourrait lui prélever des empreintes digitales aussi facilement qu'à un être humain normal, et ses cheveux sont parfaitement entretenus. D'ailleurs, il serait originellement brun, et ce seraient donc les acides humiques qui auraient contribué à lui donner cette teinte rousse. On retrouvera dans son estomac des céréales, mais aucun légume, ce qui laisse à penser que son exécution serait intervenue en hiver. Le froid additionné au principe acide de la tourbe aurait favorisé la momification. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'un corps est destiné à se décomposer après la mort et que les phénomènes de momification sont exceptionnels. Or, c'est plusieurs centaines de momies naturelles qui ont été retrouvées dans les tourbières d'Europe du Nord-Ouest. La majorité date de l'âge de fer germanique, ce qui est étonnant puisque la plupart des morts de cette époque-ci étaient inhumés dans de la terre sèche. Beaucoup de questions se bousculent. Qui a tué ces gens et juste pourquoi? Toujours au Danemark, on a retrouvé à Tolund une momie avec une corde au cou. Puis la dépouille d'un homme fut découverte sur les collines de Krogan en Irlande du Sud. Ce dernier aurait reçu un coup de couteau avant d'être décapité. Dans ces deux nouveaux exemples, on aurait encore affaire à des individus issus d'une classe gouvernante. Est-ce qu'une lutte des classes est organisée en Europe du Nord-Ouest pendant l'âge de fer? Alors non. Pas nécessairement. Déjà, on va se recentrer sur notre sujet et explorer les différentes pistes suggérées par la recherche. Les premières sources historiques relatives à l'enfouissement d'individus dans les tourbières remontent à Tacite dans son ouvrage
de la Germanie. Il explique que les individus lâches au combat ou qui feraient usage de manière déshonorante de leur corps étaient noyés dans les marécages. Bon, dans notre cas, on parle d'un individu qui aurait été exécuté avant d'être enfoui. Peter Willenglob, que j'ai déjà évoqué au début de cette vidéo, se base sur plusieurs découvertes archéologiques suggérant la tenue de sacrifices humains à la fin de la préhistoire au nord-ouest de l'Europe. Il valorise ces affirmations avec plusieurs récits romains qui eux aussi font mention de telles pratiques. Mais les sources romaines sont à prendre avec d'extrêmes pincettes puisqu'elles sont souvent biaisées puis modifiées pendant le Moyen-Âge. D'autres théories voudraient qu'on soit sur la piste d'une exécution judiciaire, peut-être pour punir d'un mauvais comportement. Si l'homme de Grobald est effectivement issu d'une classe gouvernante, peut-être qu'on a affaire à un mauvais roi? Peut-être est-ce un soulèvement populaire? Ou peut-être juste un complot d'un autre membre de la famille? Bref, beaucoup de théories. Ou alors on serait sur la piste d'une exécution judiciaire qui, d'une pierre deux coups, aurait permis de faire un sacrifice pour les dieux. Effectivement, on a trouvé un bâtonnet avec des inscriptions runiques dans la main de Mr. Grobald, ce qui renvoie à un caractère cérémoniel concret. Mais du coup, est-ce qu'on a affaire à une pratique généralisée en Europe du Nord-Ouest? Chaque sujet enfoui aurait connu une mort extrêmement violente. Par exemple, l'homme de Lindo, trouvé en Angleterre, aurait été successivement frappé au niveau du crâne, égorgé et étranglé à l'aide d'une cordelette. Puis aux Pays-Bas, la pauvre fille d'Ide, à peine âgée de 16 ans, fut retrouvée avec un nœud coulant autour du cou. On lui aura porté un coup de poignard à la clavicule. À première vue, on a l'impression d'analyser des sociétés où la violence était généralisée. La présence d'une multitude de communautés sans le contrôle d'un État garantissant la paix laisse à suggérer que de nombreuses tensions puissent exister, notamment sur le partage des ressources. Tacite, toujours lui, ne mâche pas sa plume pour décrire les coutumes des peuples germains qui ravagent, massacrent et capturent sous aucun prétexte. Mais là encore, tout est à relativiser. Les Romains catégorisaient négativement les peuples n'adoptant pas les coutumes gréco-latines et manquaient cruellement d'objectivité sur ce qu'ils appelaient très grossièrement barbares. Malheureusement, ils ne maîtrisaient pas l'écriture et ne pouvaient pas laisser de traces tangibles sur leurs pratiques culturelles. Ces derniers formaient des structures sociétales complexes et étaient loin d'être les sauvages qu'on dépeignait à Rome. Mais si on se concentre un peu plus sur l'Irlande, la tradition orale des peuples celtiques est parvenue jusqu'à nous. Effectivement, des moines ont, entre 1632 et 1636, compilé dans les annales des 4 maîtres plusieurs parties de l'histoire ancienne irlandaise. On y retrouve la tradition du triple meurtre du roi. Est-ce que cela nous aiderait à comprendre les multiples blessures infligées aux victimes? Après tout, l'homme de Krogan a reçu un coup de poignard à la poitrine avant d'être décapité puis tranché en deux. L'entretien de son corps et son régime alimentaire laissent à penser que lui aussi appartenait à une classe dirigeante. D'ailleurs, toujours dans la tradition celtique irlandaise, la cérémonie d'intronisation royale se caractérisait par un mariage entre le roi et la terre, le rendant responsable du succès des récoltes. En cas de mauvais résultats, il était tenu comme responsable de ne pas avoir su préserver la bienveillance divine. On le remplacerait en procédant à sa mise à mort rituelle. L'homme de Grobald aurait-il été lui aussi exécuté pour cause de mauvaises récoltes? Non, ce biais est trop simpliste et on ne peut pas trouver de déterminisme global à ce phénomène. L'homme de Krogan retrouvé en Irlande vivait certainement dans une société de culture celte, contrairement à l'homme de Grobald qui était rattaché à un socle culturel germanique. Sur un plan anthropologique, on ne peut pas sérieusement faire une généralité culturelle. Par exemple, la fille d'Ide aux Pays-Bas présentait des difformités au niveau du visage et a très probablement été assassinée car défavorisée des dieux. Au niveau de la temporalité, certains corps ont été enfouis pendant l'âge de bronze, d'autres pendant l'âge de fer, et ce jusqu'au Moyen-Âge. En témoigne l'homme de Boxten, découvert en Suède et qui aurait été enfoui entre 1250 et 1520. On peut difficilement retenir l'hypothèse d'une pratique culturelle commune et on doit se concentrer au cas par cas. Mais un critère commun réunit pourtant tous ces sujets, les tourbières. Était-ce considéré comme un passage vers un autre monde, celui des divinités, ou juste le meilleur moyen pour planquer un cadavre? Encore un mystère.